Serge, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, moi ça va très bien, j'espère que c'est pareil de ton côté. Ça va très très bien, je suis vraiment ravi de te recevoir. C'est un plaisir de te rencontrer, de te voir de visu. Je te remercie d'avoir accepté de discuter avec moi ce matin. C'est Et plaisir partagé en tout cas. je te remercie. Je suis déjà impatient des quelques questions que je vais te poser parce que en découvrant ton profil et en me rapprochant de toi, je me suis rendu compte que tu avais de l'expérience, que tu avais navigué dans différents projets extrêmement structurants et intéressants dont tu vas nous parler. Et puis, comme tu es dans une démarche aussi d'enseignement et de partage, je sais que tu vas faire un effort pour nous tous de pédagogie et ça, c'est très important pour nous chez Sibyl de pouvoir apporter un contenu clair. Je vais essayer de faire mon possible Stéphane. L'expérience, j'en ai parce que j'ai l'âge aussi qui va avec, ça va ensemble généralement. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis bon, bah, tu as eu une dynamique de carrière sur une thématique qui était quand même assez, assez intéressante. Tu as fait de la cybersécurité, tu as fait d'autres choses. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. D'ailleurs, c'est le moment peut-être de te présenter, Serge. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques instants quel a été ton parcours, tes domaines d'expertise sur ces années de travail? Mon parcours, il est essentiellement issu de la police judiciaire fédérale. Je suis un retraité maintenant de la police judiciaire, retraité actif puisque je suis ce qu'on appelle en Belgique un indépendant complémentaire, donc quelqu'un qui continue une activité dans la cybersécurité, dans la sensibilisation. Mais mon parcours, bon, c'est un parcours d'enquêteur classique, bien sûr. J'ai fait les mœurs, j'ai fait la crime, j'ai fait tout ce qu'on peut faire à la PJ. Mais j'ai passé quand même les 22 dernières années dans le domaine spécifique de la cybercriminalité, puisque j'étais chef de service, j'étais commissaire, chef de service de ce qu'on appelle la RCCU en Belgique, c'est-à-dire la Regional Computer Crime Unit, c'est-à-dire un service d'investigation numérique. C'est Hmm. surtout un service d'appui pour les enquêteurs tactiques, les enquêteurs classiques. On fait de l'analyse de matériel, de smartphones, de supports de données, mais aussi bien sûr des recherches Internet. On s'occupe de tout ce qui est cybercriminalité, principalement la cybercriminalité qui vise les personnes, donc Oui. tout ce qui est les escroqueries, les sextorsions, les faux placements financiers, immobiliers, etc. Mais aussi la cybercriminalité stricto sensu, celle qui vise les systèmes. Donc voilà, j'ai participé notamment en tant qu'enquêteur dans les cyberattaques qui ont visé des groupes hospitaliers, comme il y en a eu beaucoup en Oui. Belgique, mais en France aussi. Donc voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, ce sont tous ces Hmm. aspects qu'on peut voir. On ne travaille pas dans une cyberattaque qui vise un hôpital comme on travaille sur une escroquerie pour Internet, évidemment. Oui. Donc c'est assez enrichissant comme parcours. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne idée de ce que c'est que d'être victime d'une escroquerie sur Internet, etc. J'en ai vu passer évidemment des centaines, pas dire des milliers. Donc voilà, c'est ça qui fait mon expérience. C'est ça qui fait que je vois aussi là où le bas blesse, où il y a Oui. les points de faiblesse sur lesquels il faut travailler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer aussi un petit peu cette activité par la suite pour essayer toujours d'aider les gens, parce que la police, c'est pas que répressif, Bien sûr. c'est aussi essayer de rendre service au public. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que je travaille maintenant. C'est intéressant, merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas précisé quelque chose qui pourrait être une anecdote et une originalité pour Sibyl aussi, c'est d'accueillir un acteur belge. Voilà. Et puis en plus sur la partie judiciaire, policière, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer chez nous en France des gens qui représentent l'institution. Je pense à Olivier Mmh. Graal Ah, qui je a connais, été oui. Mmh. oui, que tu connais, tu m'en as parlé effectivement, et qui aujourd'hui est directeur délégué du campus cyber de Bordeaux, qui était précédemment à l'ANSSI et puis qui a aussi une vie dans le monde du logiciel cyber. Et, Oui, oui. euh, et là, c'est très intéressant de pouvoir discuter avec toi parce que de toute façon, c'est assez fascinant toujours le côté policier judiciaire, surtout dans le domaine de la cybersécurité. C'est intéressant de comprendre que la cybersécurité,
c'est beaucoup un sujet d'instruction, d'investigation. Il y a Mhm. énormément de choses à comprendre, des Mhm. mécanismes, des systèmes et des réseaux qui se sont Tout à fait. organisés. Oui, Et c'est intéressant ce matin, avec toi, de se pencher sur cette manière d'adresser le sujet. Et tu l'as dit aussi, c'est ce qui m'intéresse également, c'est qu'on va forcément parler de victimes. On va forcément parler de gens oui, qui ont été en situation de victime. Et oui. même s'il ne faut pas du tout ne parler que de ça, il faut plutôt motiver les gens à s'équiper, à se muscler l'esprit pour faire face aux arnaques. C'est quand même intéressant de temps en temps de se rappeler qu'on fait tout ça pour des victimes, pour éviter qu'elles soient là. Absolument. Et je voudrais quand même préciser, même si je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais c'est que dans mes dossiers, notamment Ouais, dossier de sextorsion, j'ai quand même eu 3 victimes qui se sont suicidées. Donc oui, voilà. Et il y a des morts aussi là derrière, hein. Donc oui, c'est pas tous les jours, heureusement, c'est pas que ça, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des gens dont la vie est complètement ravagée, oui. complètement détruite à cause voilà, d'avoir réagi, mal réagi, d'avoir été un peu Mm, naïf. Voilà, ne pas avoir fait attention, et puis ça peut ruiner la vie de quelqu'un. mm. Tout à fait. Tu as raison de rappeler que les conséquences ne sont pas que informatiques. Non, 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 Et non, 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 que non, loin de là. Mm. Oui, et puis en plus, ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans la discussion qui va opposer technique et comportement, parce que la cybersécurité, c'est et du comportement et de la technologie parfois. Mhm. C'est que derrière une attaque, effectivement, il y a un système psychologique, il y a des procédés, les gens peuvent être sous pression, les gens peuvent être rackettés, etc. Ça peut créer du coup des phénomènes humains qui Oui, sont oui. de plus en plus pris en compte, mais qui ne l'ont pas toujours été. Et aujourd'hui, on utilise tous Internet avec énormément d'envie, d'appétit. Du coup, quand Internet se retourne contre nous, c'est très traumatisant. Absolument. Bah, mon slogan, je dis toujours tous connectés, tous concernés. Oui, Donc, il y a des choses qui sont parfois assez simples à mettre en place pour se protéger, mais tu as raison de le dire. Moi, j'ai vu notamment, pour revenir à une cyberattaque sur un groupe hospitalier, les conséquences humaines, hein, sont terribles. Il n'y a pas effectivement que le volet technique. Moi, j'ai vu mm, les informaticiens, j'étais une quinzaine à l'époque. Certains ont dû avoir un suivi psychologique ouais, parce qu'ils craquaient, parce qu'après l'attaque, ils ont dû travailler pendant les 3 premiers mois. Hein, ça a duré plus longtemps que ça, mais les 3 premiers mois, ils ont fait du 24/7. Ils se sentaient aussi fautifs, responsables. Donc, pour certains, c'était très dur. Et je ne parle pas évidemment de la mise en danger des patients, hein. oui, Quand les médecins de salle font leur tour, ils ne savent plus pourquoi les gens sont alités, ils doivent prescrire des médicaments, ils ne savent pas s'il y a des allergies, etc. Donc c'est vraiment un côté humain qui est tout ouais, à fait dramatique et dont on ne parle pas assez, je trouve, effectivement. ouais. Bah oui, c'est à la fois difficile et puis quelque part, c'est presque pas. Alors, je vais le dire sans y croire, mais c'est presque pas la priorité parce que il y a tellement une réponse technologique à apporter, il y a tellement de protection informatique déjà à soit rattraper, soit mettre en œuvre, que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à occulter, mais parce que toutes les populations d'une entreprise n'ont pas pris le sujet en main. Non, Euh, non, non. Et puis, bon, une PME, bon, si elle ne se remet pas d'un rançongiciel, d'un ransomware, c'est la faillite, c'est la oui, clé sous le paillasson. Ce sont 40, 50, 60 ouais, personnes qui sont sur le carreau avec leur famille, un chef d'entreprise qui voit son rêve s'écrouler, ouais. après il y a le divorce aussi. C'est souvent, ça va souvent ensemble, hein, faut pas Oui, croire. Donc voilà, il y a des effets dominos, oui, tu as il y a raison. les effets dominos, Ouais, tout à fait, ouais. l'effet papillon, ouais, c'est ça. Et ce qui est terrible dans ce que tu évoques comme exemple, c'est que souvent une PME, quand elle est victime d'une cyberattaque et que ça engage sa survie, elle n'a pas Ouais. le temps de s'apitoyer sur elle. Parce que nous, en France, je ne sais pas si c'est un chiffre qu'on peut enfin, internationaliser, mais en France, on dit que une PME qui a un rançongiciel, donc en l'occurrence, en général, qui n'a plus accès à ses données de travail, à ses données ses emails, etc., ou ses Mhm, fichiers, mhm. elle a souvent un destin qui est connu. C'est-à-dire que dans les six Ouais, mois, elle est au ouais, tribunal de commerce ouais, c'est la même chose. pour un défaut.
Dans 80% des cas, elle ne s'en remet pas. Donc dans C'est la même 80% des chose, cas, c'est la même chose en voilà, Belgique, évidemment, il n'y a pas de d'accord. raison. Oui, oui, Donc en fait, oui. là, on est bien sur une urgence qui permet parfois pas de traiter le drame. Et pourtant, je donne une autre anecdote parce que j'aime bien, moi, quand je parle aux dirigeants, donner des choses concrètes. Moi, j'ai dans mon entourage une amie qui travaille dans un service comptable dans le domaine du bâtiment. Ils ont été à 3 reprises, et malgré une vigilance qui s'est accrue avec le temps, ils ont été à 3 reprises victimes d'un virement frauduleux. On parle dans certains cas de 300, 600 000 euros de virements frauduleux. L'état psychologique de la comptable qui revient le lundi matin et qui constate ce qu'elle a fait le vendredi soir et les impacts que ça a sont dramatiques. J'ai eu exactement le même cas lorsque j'étais encore opérationnel, Ouais, avec ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, hein, ouais, la fraude au président, hein, le fraude CEO, on appelle ça les faux vies, comme on dit en France. J'ai une directrice financière d'une entreprise dans la région, forcément, qui travaille dans un groupe international dont le siège était à Paris. Et cette fraude, s'est faite uniquement par téléphone, hein, juste par téléphone, même pas d'email. ouais. Elle a duré grosso modo 3 heures, 3h30 au téléphone. Et ça s'est terminé par un virement, enfin 2 virements, chacun de 500 000 euros. Donc cette entreprise a perdu 1 million sur la journée. On a pu récupérer une petite partie, mais pas tout. C'était une arnaque extrêmement bien faite qui venait très probablement de quelqu'un qui est très connu dans l'arnaque au président, c'est Gilbert Chicly, un franco-israélien, c'est le roi de l'arnaque au président. C'était super bien monté. Mais j'ai vu cette femme, cette directrice financière, qui n'était pas du tout une femme stupide, hein, franchement, Ouais. effondrée, en pleurs. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, justement, c'est que cette entreprise l'a prise en charge. Au niveau soutien, elle lui a fourni tout ce qu'il fallait pour un soutien psychologique aussi, parce que cette entreprise a dit, et ça c'était pour moi la bonne réaction, c'est de notre faute. On n'avait pas mis en place les procédures Ouais, pour éviter, voilà, un principe de double signature, tout simplement, un contre-appel, enfin bref, des choses simples qui ne coûtent ouais, rien, tout zéro à fait. investissement. Et on ne l'avait pas fait, donc c'est notre faute. On ne Ouais, va certainement pas licencier cette dame parce que, bon, ouais. voilà, on n'a pas pris nos responsabilités. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne réaction. Voilà. Tout à fait, ouais. Tout à l'heure, tu citais un peu ton mantra qui est de dire tous connectés, tous Oui, concernés. Nous aussi, on parle beaucoup de tous concernés. Et dans le tous, il y a le côté solidaire. ouais. Et ce que tu évoques comme sujet et ta réaction, elle me parle bien parce que il est important de responsabiliser l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, du dirigeant jusqu'à la comptable ou peu importe, parce que c'est un sujet de vigilance collective et c'est un sujet de responsabilité partagée. C'est un Et, risque métier. Ce n'est pas le problème de l'IT, c'est vraiment exactement. un problème global. Ça concerne Ouais, tout le monde. Et le management, bien sûr, doit être sensibilisé et doit être formé. D'ailleurs, maintenant, dans certaines entreprises, pas tout le monde, mais beaucoup d'entreprises importantes, en tout cas, il y a la directive NIS 2, hein, qui est oui, d'application. En Belgique, elle est d'application depuis l'année passée, d'ailleurs, depuis octobre. Il y a une responsabilité maintenant qui est faite. On ne peut mm, plus dire c'est un problème informatique. Non, non, c'est un problème global. Il tout à faut fait. anticiper, il faut sensibiliser, et tu as raison de le dire. C'est pas que le management. Quand on parle d'arnaque au président, c'est aussi la personne qui est Mm, au standard téléphonique qui prend les appels. Elle doit aussi savoir que ça existe. Voilà, tout à fait. elle doit être sensibilisée à ce genre de choses. Tout le monde doit le savoir. Parce que, Ouais. voilà, encore une fois, c'est absolument tout le monde qui est concerné, effectivement. Mm. Avant de te poser une autre question, je vais te donner une anecdote qui m'a fait beaucoup sourire quand je l'ai découverte et que je répète régulièrement sur, tu sais, tu parlais de procédures qui coûtent rien. Moi, Oui, je suis extrêmement favorable à donner des conseils aux entreprises qui nous écoutent, qui sont des conseils gratuits et qui oui, sont des mises en œuvre gratuites et simples. J'ai un jour un dirigeant d'entreprise dans le bâtiment qui m'a raconté donc son inquiétude de l'arnaque au président et qui me disait bah, j'ai pas d'autre moyen que ma créativité pour trouver une solution à ce risque-là. Et donc il m'explique qu'à chaque fois qu'il part en vacances ou qu'il quitte le bureau dans une période de travail, déplacement, congé, etc., il donne un mot à sa secrétaire sans lequel
elle n'a pas légitimement l'autorisation de faire quelque chose qui sort de son cadre habituel. Et il m'expliquait que, par exemple, la dernière fois, il était parti au sport d'hiver et il avait donné le mot tomate. Et il dit, si dans un échange de SMS, tu m'envoies une demande d'autorisation de virement et si je te réponds, enfin, si tu ne m'écris pas tomate dedans, en fait, ou si moi, enfin non, c'était l'inverse, c'est moi qui je me mélange. Si lui ne mettait pas le mot tomate dans sa réponse, c'est que ce n'était pas lui. Pourquoi pas? Et j'ai trouvé ça assez idiot pour être parfait, comme procédé. Mais oui, ça coûte rien. Et ça coûte rien et c'est un secret entre deux personnes qui est un process explicite mais inconnu. Alors, une autre anecdote, Stéphane, parce que ça, c'est aussi toujours dans l'arnaque au président. Là, on parle de 160 000 euros qui sont partis. Il y a quelques mois à peine, dans mon administration communale, donc ma mairie, là où j'habite, c'est l'Office du tourisme qui était la cible, c'est la secrétaire qui a été la cible. Elle a reçu 4 mails, soi-disant, de sa directrice, lui demandant de procéder à l'achat de matériel pour des événements touristiques. Elle n'a rien vérifié du tout et elle a acheté du matériel au total, donc 160 000 euros. OK, c'est du classique. Moi, ce qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, c'est les contre-mesures qui ont été proposées par l'administration communale. Ça a été de dire à la secrétaire, il faudra faire plus attention la prochaine fois. Voilà. Fin de la formation, On fin a de la sensibilisation. poussé le problème chez elle. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, et c'est assez typique malheureusement des services publics. J'ai vu passer des centaines, même plus de 1000 personnes qui travaillent dans des mairies, dans des maisons de repos, etc. Le niveau, il y a beaucoup de travail. Clairement, il y a beaucoup de travail. J'ai rédigé un article, j'ai publié récemment un article sur le document qu'on connaît tous et qui est très ancien, c'est la charte informatique. Et quand j'ai rédigé l'article, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites, mais sans être suivies de conséquences. Et dans la charte informatique, effectivement, je trouve qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'ajouter des informations incitatives, comme par exemple la formation, la responsabilisation, etc. Parce que, comme tu l'évoques, il y a plein de collaborateurs ou il y a plein de situations qui échappent à un contrôle pour de mauvaises raisons, en fait, ou qui ne sont pas vertueuses. Les recommandations ne sont pas vertueuses. Oui, on part du principe que quiconque dispose d'une adresse mail dans son entreprise, qu'elle soit petite ou grande, est une cible. Donc il faut une sensibilisation. On ne parle même pas de formation. On parle simplement du point zéro, le point de départ de la cybersécurité, c'est la sensibilisation. À la limite, on pourrait être fou et rêver, ça pourrait commencer à l'école, déjà. Oui. De toute façon, c'est à l'école qu'ils vont. Ça devrait, puisque voilà, on voit en matière de cyberharcèlement, c'est encore un autre problème, mais voilà, tout ce qui peut se passer aussi. Donc, tout à fait, on donne des outils, mais on n'explique pas comment les utiliser à bon escient. Oui, et aujourd'hui, on est obligé, face à la menace, de rattraper un peu ce temps perdu. Oui. D'ailleurs, ça me permet de te poser la question, parce que donc, tu le disais en introduction, tu as gardé une activité aujourd'hui qui te permet de conseiller et d'accompagner des PME et probablement d'autres types de sociétés, de structures. Oui. L'augmentation des attaques aujourd'hui, elle ne fait pas de mystère sur ces cibles-là, même les petits se font attaquer. Est-ce que toi, tu as constaté, peut-être dans les 5 ou 10 dernières années, une évolution de la complexité ou de l'origine des attaques ? Oui, évidemment, bien sûr qu'il y a une évolution, l'évolution de la technologie, tout simplement. C'est clair qu'on a aussi l'intelligence artificielle maintenant, qui est un outil génial, mais ça reste une technologie. Donc, la technologie, ça va dépendre de l'usage qu'on veut en faire, ce qui va déterminer si elle est bonne ou mauvaise, bien sûr. Donc, on peut l'utiliser pour la cybersécurité et on peut l'utiliser pour la cybercriminalité. Et je ne m'en prive pas. Quand je fais des sensibilisations, je montre, je prends ChatGPT par exemple, et je dis voilà, je suis un hacker débutant, je ne connais rien, je sais, mais voilà, ma cible, c'est évidemment, ce sera les personnes devant moi, l'entreprise. Je dis voilà, je veux attaquer cette entreprise, mais je ne sais pas comment faire.
mais j'écris mon prompt, bien sûr, et il va aller me sortir tous les outils style Kali, hein, qu'on peut trouver dans Kali, etc. Et je demande les tutos YouTube qui vont avec et les lignes de commande. Comme ça, voilà, moi qui ne connais rien, il me dresse tout un D'accord. tableau, il me fait le mind map avec tout mon schéma, ma phase de reconnaissance pour l'attaque et tout. Donc voilà, donc ça devient évidemment plus sophistiqué. Beaucoup d'outils sont automatisés, bien sûr. Il faut même plus être informaticien, hein. Ouais. Il suffit de dépenser quelques euros, dizaines de centaines d'euros, dollars ou bitcoin, évidemment, dans le dark web pour avoir ces outils clés en main. Et puis, euh, et puis après, on lance l'attaque, hein, C'est ça, c'est oui. clair. Moi, qui me révolte un peu, enfin, je pense que toi, ça doit être à peu près pareil, hein, c'est d'entendre, et je l'entends souvent, des petites structures, des gens qui disent, mais on n'a aucune importance, on n'intéresse Ouais. personne. Les cybercriminels ne sont pas tous des gens qui travaillent pour la Corée du Nord ou les services secrets russes, hein. Ils cherchent Mm. des cibles faciles, Oui. des failles faciles, des accès faciles. Donc forcément, une petite structure qui n'a rien mis en place pour un minimum de cybersécurité, Mm. bah, c'est pas, il n'y aura pas de Ouais. surprise, hein. Elle va se retrouver à l'arrêt C'est très très vrai. vite, évidemment. Tu sais que moi, ça m'arrive des fois parce qu'à peu près tous les mois, je rencontre des dirigeants. Parce que une de mes principales activités, c'est la rencontre des dirigeants pour les sensibiliser. Et quand je suis un peu cynique, quand je me suis mal réveillé, on va dire, Oui, oui, je comprends. je leur demande où est l'établissement universitaire qui enseigne l'informatique au plus proche de chez vous. Donc parfois, il y a un parent qui me dit, ah bah tiens, moi je sais qu'il y a une université, il y a une école d'informatique à tel endroit. Je dis, bah voilà, vous avez potentiellement 100 étudiants qui vont vouloir appliquer leur TP en essayant d'attaquer une boîte dans le coin, ou qui vont essayer de collecter une information auquel ils n'ont pas accès. Parce que simplement, aujourd'hui, le cyberattaquant n'est pas forcément un voyou. Ça peut être, comme tu l'évoquais, quelqu'un qui veut découvrir la discipline, quelqu'un qui l'étudie, Oui, oui, quelqu'un qui veut passer, qui veut faire de l'offensif pour apprendre à être meilleur en défensif. Donc les étudiants sont parfaits pour ça. Et puis ça peut être effectivement un concurrent, un geek, et puis bon évidemment un voyou qui appartient à un réseau, etc. oui, Mais c'est d'abord ça, c'est d'abord des gens qui peuvent simplement vouloir expérimenter, réaliser quelque chose. la plupart sont des opportunistes, hein, bien sûr. Oui, Après, oui, on a cette catégorie, effectivement, de futurs pentesters. Voilà, on a tous été, enfin moi, il y a plus longtemps, mais on a tous été plus jeunes. Et on a tous connu Pirate Bay pour aller chercher les. Voilà, mais bon, oui. ça c'est, bon, c'est pas bien, on fait plus ça. Non, c'est pas bien, ouais, effectivement. Mais Ouais. bon, voilà. Mais il n'y a pas Donc, très longtemps, je recevais un dirigeant d'une structure qui fait du hacking éthique ouais, pour faire du pen test. ouais, ouais. Et je lui ai demandé justement d'expliquer quel était le garde-fou entre le hacking malveillant et le hacking éthique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on confierait à des hackers éthiques de tester, d'éprouver nos solutions, alors que finalement, qu'est-ce qu'ils ont d'éthique, à part d'avoir signé une charte ou etc. C'est difficile de savoir de quel côté, dans quelle force les gens Oui, sont. oui, Mais oui. bon, Bah, moi, je travaille aussi avec des hackers éthiques. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des gens très bien, mais oui, c'est vrai. ils ont une compétence qui fait peur quand même. Voilà, voilà. Bah, Ouais. on peut dire la même chose des policiers, pourquoi pas? Ils connaissent toutes les techniques aussi, hein. Ben, bien sûr, ben, de toute façon, toute personne Mhm. qui fait un abus de son pouvoir ou de sa compétence est Voilà, potentiellement un peu suspicieuse. voilà. Ouais. Je sais, parce qu'on en a discuté rapidement, je sais que tu as participé au développement d'une plateforme qui va nous parler Mhm. en France sous un autre nom, mais tu as participé au développement depuis 2017 de la plateforme CyberAid. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la commande initiale, à quoi ça devait répondre, et comment tu as fait évoluer ou comment tu as répondu aux objectifs de ce projet CyberAid, qui est un projet initiative, rappelle-nous, qui est une initiative nationale, qui est belge, Alors ou... oui, ça a été même local, puisque c'est moi qui suis tout seul au départ à l'origine de ça. Oui, Je- pour dire la vérité, Stéphane, c'est une réaction de mauvaise humeur, Sibéred. J'étais dans il en une réunion. faut.
Il en faut. J'ai été dans une réunion, ce qu'on appelle une plateforme régionale, avec le parquet, puis les 14 zones de police de l'arrondissement hein, judiciaire. Et on parlait des dossiers, bien sûr, de ça. Et le problème, c'est que à l'époque, enfin, même avant aussi, hein, dès qu'un magistrat ou un policier qui prenait une plainte voyait Internet quelque part, on renvoyait systématiquement les dossiers dans mon service pour suite d'enquête. Bon, moi, c'est un service spécialisé. C'est pas super nombreux, c'est une vingtaine de personnes là Ouais, maintenant. On peut pas traiter des centaines de dossiers d'escroquerie à ouais. 20 euros sur deuxième main, le bon coin, etc. hein. Donc, c'est un service spécialisé. Il faut l'utiliser à bon escient, parce que Mm. bon, voilà. Puis ça a dû exploser en plus les demandes. Voilà, Donc, donc j'en avais marre de ça, franchement, Stéphane, et je me suis ouais, fâché et j'ai dit, je veux plus ce genre de dossier. Alors, il dit, d'accord, et on fait quoi? Et sans réfléchir, je dis, je vais vous trouver une solution. d'accord. Mais je n'avais pas la solution. Et puis, bon, après, évidemment, une heure après, je commence à réfléchir et j'ai privilégié une application open source française Ouais, qui s'appelle merci. Scénari, D'accord. qui a été développée dans une université, puis maintenant qui est maintenue, qui est utilisée beaucoup dans l'enseignement à tout niveau en France. Et j'ai créé cette boîte à outils. Pour la première ligne, hein, pour les policiers de première ligne, c'est eux qui doivent acter les plaintes, hein, c'est pas la police judiciaire. Mm. Mais bon, il faut leur expliquer hein, Oui, ce que c'est qu'une adresse IP, comment on identifie un ouais, fournisseur, etc. Donc les bases, quoi. Donc j'ai fait cette boîte à outils pour qu'ils puissent acter des plaintes correctement, que les gens ne soient pas victimes deux fois. La première fois parce qu'ils oui, se sont fait escroquer, la deuxième fois parce qu'ils sont très mal reçus dans la série de police où le policier dit moi je comprends rien, je sais pas. oui, Revenez demain, j'ai un collègue qui connaît un peu plus. Enfin bref, les trucs habituels, des passeurs 13, je connais ça par cœur. Donc, j'ai créé cette boîte à outils, on l'a travaillé. J'ai eu le soutien inconditionnel, je dois dire, du parquet, heureusement. ah, Et puis, parfait. voilà, donc je réexpliquais en fonction du type d'infraction, c'était très facile à trouver. Vous avez une escroquerie de tel type, voilà les questions qu'il faut poser, voilà les modèles pour la réquisition, etc. Donc, vraiment, c'est une boîte à outils complète. On l'a testé dans les 14 zones de police, et puis, donc ça fait quand même quelques centaines de policiers, bien sûr. Ça a bien marché. Les retours ont Ouais, été très positifs. Et puis, le directeur général de la police judiciaire m'a demandé de présenter ça. Je me suis associé avec des collègues de Liège, d'ailleurs, qui avaient fait une autre partie qui était très intéressante. On a tout mis ensemble. Puis, on a présenté ça et puis c'est devenu national. On en a fait ouais, à une application sur une plateforme SharePoint maintenant. On en a fait quelque chose de national. Donc, les 40 000 policiers en Belgique et puis les magistrats qui font la demande, ils ont accès à cette information standardisée, ouais. normalisée, on va dire, qui est franchement bien faite, hein, parce que c'est vraiment un arbre de décision pour les policiers Oui, qui ne connaissent rien. Ils cliquent, vous avez payé, oui, à Bordereau, Western Union, etc. ouais, Donc voilà, ouais. ils savent ce qu'ils doivent demander, ils savent ce qu'ils doivent chercher. Ils font une collecte d'informations très Voilà, structurée et et aidée. Ouais, ça, voilà, et ça c'est pour acter la plainte, ouais, vraiment le procès-verbal initial. Après, il y a les suivis d'enquête. Donc, identifier l'adresse IP, faire la réquisition au fournisseur, tout ça, ça reste au niveau local. Ça reste au mm, niveau local. Ça ne vient plus dans un service comme le mien. oui. Et je peux dire, Stéphane, que ça m'a fait 85% de dossiers en moins sur un an. Oui, et probablement une qualité Ah, ben, ça perçue permet par de les plaignants qui travailler. était meilleure. D'abord, une meilleure qualité dans les plaintes, parce que quand c'était pas complet, le parquet Ouais, renvoyait systématiquement bien pour sûr. une réaudition. Et puis, ça permettait aux services d'investigation spécialisés comme la Computer Crime Unit de pouvoir travailler vraiment sur les dossiers un peu compliqués, hein, Oui. sur des crypto-monnaies, des choses comme ça, qui demandent plus d'expertise, les logiciels particuliers, etc. Et pas simplement transmettre un Ouais. réquisitoire à gauche, à droite, quoi, hein. Donc, voilà, je suis très content C'est, de CyberN. ouais, c'est une magnifique innovation parce que ça me permet de rebondir sur un sujet que je perçois dans l'initiative CyberAid, que je trouve très juste et très bonne, encore plus aujourd'hui que précédemment. C'est le fait de ne pas chercher systématiquement à avoir une réponse et un regard technique sur la cyberattaque, mais c'est de penser victime, de penser Ouais, coopération, ouais, ouais. parce que déjà ça améliore la prise en charge du problème, donc ça améliore la pédagogie et l'échange, et le sentiment de prise en compte est essentiel dans la sensibilisation des Ouais, tout publics, à fait. comme dans Oui, l'exécution voilà, d'un suivi de oui. plainte, etc. Moi, Mais je me j'avais souviens.
Pardon, je t'en prie. Non, mais j'avais vu des choses qui existaient à gauche, à droite. J'avais beaucoup de contacts et je fréquentais beaucoup l'IRCGN, le C3N à Pontoise, etc. Donc Oui, voilà, j'avais vu des choses qui se faisaient là-bas et puis ça donne des idées, bien sûr, hein. tout à fait, oui. Et puis, comme on a d'excellents contacts, on coopère très très bien aussi, hein. Donc voilà. Donc, Ouais, puis à une époque, il fallait, et il faut encore aujourd'hui, avoir des initiatives de ce type-là, parce que c'est celles qui obligent derrière à organiser une réponse à un incident. Quand on a, moi je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler sur un sujet qui est assez proche, qui est le numéro 3117, qui est disponible dans les trains, qui permet de déclarer des incidents voyageurs mhm, ou des mises en danger. Et j'ai travaillé sur la refonte de ce qu'on appelle la main courante, qui est à la main des agents de ouais, sécurité pour mhm, prendre les plaintes. Et on a fait le même travail qui était de chercher un arbre de décision qui permettait d'orienter la discussion pour pas faire poser de questions inutiles, gagner le temps nécessaire pour c'est faire une ça, intervention en fonction de la gravité. c'est Et ça. ce qui était extraordinaire derrière le projet, c'est que la technique s'est complètement effacée au profit de ce qu'on pourrait appeler un peu bizarrement, mais l'expérience utilisateur. Ouais, Et on s'est rendu compte que ça avait créé un énorme levier de pédagogie sur qu'est-ce que doit être le sentiment de sécurité dans un transport en commun. Et ça, entre guillemets, était plus vertueux de raisonner comme ça que de raisonner en solution technique, qui est en combien de temps un agent peut se présenter sur place, est-ce qu'on met en place des systèmes d'alarme, etc. Et je trouve que la démarche que tu as eue, la démarche qu'en France on connaît aussi, hein, avec les cybermalveillances, avec ouais, maintenant enfin 17 cyber, qui est un moyen de porter ouais, oui, plainte, oui, etc. oui, oui, C'est que ça organise plutôt, ça crée une écologie, ouais. presque une écologie du problème, plutôt que de simplement dire bon, vous inquiétez pas, on va réagir, on va instruire. Non, ça accompagne vraiment le plaignant et les aidants autour. Oui, oui, mais cette initiative de la gendarmerie nationale, il n'y a pas longtemps, avec leur numéro, avec vraiment des gendarmes qui ont été formés pour ça, pour pouvoir répondre, c'est très Ouais, très bien. C'est très très ouais, bien. Ça manque. Ça manque encore chez nous. Ça manque ouais. encore chez nous. Bon, bah, par collaboration et coopération, ça va se faire. Oui, bah bon, voilà, c'est aussi le manque de moyens, hein, de Oui, ressources, bien sûr. toujours pareil, hein. Les services comme celui dans lequel je travaille sont noyés de dossiers, donc Ouais. voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est un rôle de première ligne, en fait, ça, hein, vraiment. Il faut des référents, bah, ça se fait dans les brigades de gendarmerie en France, il faut les CTEC, hein, que j'appelle ça, il faut des référents, hein, qui peuvent répondre Ouais, aux premiers devoirs, quoi. Voilà, tout ouais, tout à simplement. fait. Mm. Très bien. Je sais que aujourd'hui, il me semble, ou en tout cas, il me semble savoir que tu es à la retraite, Oui, oui, professionnelle en oui, tout tout à cas. fait. Une Tu retraite continues, active. voilà, tu continues à t'impliquer. Est-ce que, alors, je vais faire une question peut-être un petit peu multidirectionnelle. Je sais que tu es encore occupé à accompagner des entreprises, des organisations sous forme de coaching et d'accompagnement consultant. Je crois me souvenir que tu aussi enseignes et tu travailles, tu collabores à des sujets d'OSINT. De l'OSINT, L'OSINT, ouais, oui, ça reste une formation que je donne encore une fois par an ouais, à la Haute École Arc à Neuchâtel, en Suisse. Je donne cette formation à des policiers, des magistrats et des membres des services de renseignement aussi là-bas. Mais c'est de l'OSINT judiciaire, on va dire, hein. C'est ouais. plutôt. Mais bon, ok, l'OSINT c'est une méthodologie, hein, donc ça s'applique à la cybersécurité, bien évidemment. Euh, pour faire une phase de reconnaissance pour une cyberattaque, on va faire de l'OSINT, c'est clair. Ouais. On peut faire la même chose dans les dossiers judiciaires, et ce serait dommage de ne pas le faire parce que quand on a mis ça en place aussi dans mon service, en 2018, on a commencé ça, il n'y avait pas de formation OSINT à la police en Belgique, et c'est dans mon service qu'on a mis ça en place. Là, j'ai fait travailler beaucoup mon adjoint à l'époque, je l'ai envoyé d'ailleurs chez vous, je l'ai envoyé chez nos amis de l'IRCGN du C3N. Il a fait les formations enquête sous pseudo, et puis voilà, on a Ouais, adapté ça un petit peu au cadre belge, hein, au cadre légal belge. On a dû faire changer la loi en Belgique pour ça aussi, c'était un gros travail. Et bon, voilà. Ici, ce que je donne encore comme formation, c'est vraiment les bases, parce que je ouais, pars du principe que quand on construit une maison, on commence par les fondations, hein, rarement par le toit.
Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est de la D'accord. méthodologie vraiment, mais qui peut s'appliquer pour tout ce qu'on veut, hein, enfin tout ce Bien qu'on veut à sûr. peu près. Voilà, tout en restant dans la légalité, parce Ouais, que on est dans le parfois dans des cadre. zones grises, la technique Mm. permet beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que Ouais. la loi le permet. Oui, c'est ça, c'est que en fait, donc l'OSINT, pour le rappeler, hein, c'est de la recherche d'informations En source ouverte, voilà, dans un environnement ouvert, légitime, dans ce qu'on pourrait appeler l'Internet, et entre puis des autres, oui. zones un peu moins visibles de l'Internet. Mais en tout cas, on est sur des informations qui ont une nature publique, on peut C'est dire de ça comme ça? l'information qui est accessible pour tout le monde, Ouais, gratuitement ou contre paiement. Parce que si oui, je veux acheter mon journal à la librairie, je paye pour de l'info. Donc tout à fait, ouais. voilà, on peut s'abonner sur Intelligence Online, ça coûte très cher sur Internet, c'est de Mm. la source ouverte. Ouais. Et alors, tout en respectant le cadre légal, bien évidemment. Mm. Voilà. Et donc là, donc l'OSINT, c'est ça en fait, hein, c'est la capacité d'investiguer et de rechercher de l'information. Est-ce Oui. que aujourd'hui, l'OSINT, c'est aussi des outils puissants qui vont au-delà de l'exploration qu'on peut réaliser, outillé ou pas d'ailleurs? Est-ce que ça glisse doucement vers un Internet gris, voire vers le darknet un peu? Est-ce Ah, que pardon, oui, on oui, peut investiguer dans le dark web, évidemment, mais en matière de judiciaire, il faut déjà, avant de faire de il faut déjà être enquêteur, connaître les méthodes d'enquête ouais, ouais, classiques. ouais. Parce que pour aller dans le dark net, ou dans le darknet, ou dans le dark web, euh, on peut faire des recherches, bien sûr, mais généralement, il y a une infiltration qui va aussi avec. Parce que Oui, sans infiltration, on ne va pas avoir grand-chose dans le oui, dark le web. darknet n'est pas un moteur de recherche Voilà, si je veux aller dans anticriminel, quoi. un Ouais, forum de hackers, là, c'est sur habitation, etc. Donc, je ne vais pas ouais, arriver comme ça avec un ouais, profil que j'ai créé une semaine avant. Salut, c'est moi. ouais, Non, il y a tout un travail en amont qui doit être fait, le nursing de profil, etc. ouais. Donc voilà, c'est tout. Encore une fois, c'est de la méthodologie et on peut le faire dans le journalisme, c'est très bien. On peut le faire Mm. en matière judiciaire, de renseignement aussi, mais ce n'est pas facile. Alors, oui, il y a plein d'outils avec du Kali, on peut faire de l'OSINT, bien sûr, en ligne de commande, on peut le faire. Ça prend beaucoup de Mm. temps, c'est Ouais. très, très chronophage. Il y a des Oui, solutions commerciales qui sont très, très chères ouais. aussi, que les services utilisent, évidemment. Mais en particulier, ne va pas pouvoir se payer Mm. ce genre Ouais, d'application à 7 chiffres, hein, ouais. généralement. Mm. En France, nous, on a, donc, comme tu le sais, Sybille, nous, on a un catalogue et on inventorie des solutions principalement françaises qui répondent à différents besoins. Et on voit émerger des plateformes aujourd'hui qui sont plus accessibles financièrement, qui sont parfois même des outils qui permettent de commander, enfin, de payer Oui, ah, à l'enquête, quoi, à la oui, oui, requête. tout à fait, oui. Donc Au ça jeton. démocratise, voilà, c'est ça. Donc ça Mm. démocratise un peu le sujet. Oui, oui. Faut-il encore, là je reviens sur notre cible commune qui sont les dirigeants de TPE, PME, faut-il que ces gens-là sachent quoi chercher, dans quel but? Et c'est pas toujours évident dans le monde privé, dans la cyber malveillance vers les entreprises, d'avoir une logique d'enquête comme toi tu as pu connaître. Alors, objectivement, je n'y crois pas trop pour les dirigeants de PME parce que Ouais, la plupart du temps, la réalité, c'est qu'il y a une personne qui gère la sécurité, la cybersécurité, ouais, quand elle existe, ouais, hein, quand on n'a pas tout mis chez un prestataire externe ouais, qui fait des backups. Et puis, moi, j'ai un cas où est arrivé une petite PME comme ça qui a été rançonnée. Ils ont téléphoné au prestataire externe qui a dit: «Oh, mais pas de problème, j'ai les backups, je les fais depuis 3 ans, une demi-journée, ça repart.» Sauf qu'il n'y avait rien sur les backups, ils n'avaient jamais été testés. la Donc, résultat, compromission des backups, c'est un voilà. fléau. Donc, une PME, aller faire de la veille, Ouais. de l'intelligence économique et de la veille cybersécurité, etc., ce serait très bien dans un monde parfait, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Moi, j'essaie de le motiver parce que je considère que c'est comme la veille réglementaire ou la veille concurrentielle, c'est quelque chose qui est une discipline complémentaire et utile. Par contre, c'est vrai que très peu prennent acte de ça et passent à l'action, ou en tout cas en dehors d'un one-shot, quoi, en dehors d'un effet d'aubaine et d'un Mm. point un peu stratégique.
Mais tu as raison, tiens, je profite de ta remarque pour réinsister sur un message si les dirigeants qui nous écoutent doivent entendre quelque chose derrière l'histoire du backup. C'est important de rappeler des choses fondamentales. Un backup, c'est une sauvegarde, ce sont plusieurs sauvegardes qui doivent permettre de retour à Mm. l'activité, le retour normal à l'activité. Il est important qu'un backup ne soit pas qu'une sauvegarde, parce qu'un backup n'est utile que si sa récupération est garantie. Donc, il est très important de travailler avec des prestataires ou de travailler avec des technologies qui permettent de vérifier très fréquemment la récupérabilité de la donnée, parce qu'encore une fois, si je schématise, les fichiers qui sont sur un disque dur, rien ne les oblige à se réouvrir ou à se copier le jour où on leur demande. Oui, Donc, il oui. faut vraiment s'assurer que le système de backup soit un système actif, un système qui fréquemment vérifie son exploitabilité. Oui, et puis il y a toutes les politiques de backup, la politique 3-2-1, Oui, etc. Il y a des tas de politiques à connaître. Il ne faut pas se contenter d'un seul backup. On ne laisse pas le backup, l'application de sauvegarde avec les données connectées en permanence, bien sûr. mm, Là aussi, j'ai un cas fabuleux dans, dans une administration publique extraordinaire avec un NAS. Il travaille avec un NAS avec tous les documents de l'administration et les applications, hein. C'est le principe du NAS à Synology. ouais. Et le même NAS à côté, connecté pour faire les backups. Donc, Backup, le même incendie peut tuer les deux backups. oui, et puis voilà exactement, parce que la Déjà. cybersécurité, c'est pas que la cybercriminalité, hein, aussi les incendies, inondations, Ouais, etc. Hum, et le backup se faisait la nuit, un backup différentiel, Stéphane. d'accord. Évidemment, ils se sont fait attaquer à vendredi soir. Il y a quelqu'un qui a effacé tout le NAS avec toutes les applications et les documents. Aïe. Et puis quand le backup différentiel s'est mis en route, il dit, ah, le premier fichier, ils n'ont plus, donc ils n'en ont plus besoin, je l'efface, Voilà. le backup, le deuxième, etc. Je ne vais pas faire jusque... Et Donc là, le du coup, il y lundi a eu un matin, reset, il y a eu un effacement de disque dur voilà. et de backup. Incroyable. Voilà. Et le lundi matin, la première personne qui est arrivée avait deux superbes NAS bien vides et plus rien. Ah bah, Ils ont dû parfait. tout reprendre, aller chercher les vieux classeurs poussiéreux dans les caves et commencer Ouais, à refaire à la main. ouais. Voilà, c'est le genre d'expérience qu'on n'aime pas vivre, hein, Non, parce que tout mais- ce temps-là, il est perdu, hein. Tout ce et temps-là, qu'on aurait pu éviter ouais, facilement tout avec à fait. juste demander les conseils de quelqu'un en matière de politique de sauvegarde, tout simplement. Tout à fait. Et là, j'en reviens à ce que tu fais, ce que l'on fait aussi, c'est parfois beaucoup de bon sens, avant même d'être des gros investissements. Ah oui, de toute façon, oui, de toute façon, Voilà, c'est de toute façon. tout à fait. Bah, écoute, c'est très intéressant, je te remercie Serge. On arrive un petit peu à l'épilogue de notre échange. Déjà? Euh, oui, et écoute, on a passé une quarantaine de minutes ensemble, c'est très Ouais, ouais. intéressant. J'ai une dernière question pour toi qui est probablement la plus importante pour l'audience de cette vidéo. C'est si tu devais résumer des actions clés qui, pour toi, permettent d'avoir un bon niveau, un niveau raisonnable, sérieux de sécurité, quels seraient les quelques conseils que tu donnerais à un dirigeant pour être clairvoyant sur sur ce qu'il peut faire? C'est de développer une culture cyber déjà dans son activité, avec ses collaborateurs, avec le personnel qui travaille, parce que je trouve un petit peu dommage qu'en 2025, on doit encore retaper toujours sur les mêmes clous en disant on n'utilise pas le même mot de passe pour tout, Ouais, on n'utilise pas Kevin 1964 comme mot de passe partout. On ne met pas le fichier Excel, mot de passe XLS sur l'écran, ni en dessous du clavier, sur un post-it. On fait des sauvegardes, on les ouais, teste, ouais, on sensibilise les gens. C'est pas que le problème de l'IT, on a déjà dit, donc il faut cette prise de conscience. Euh, voilà, gestionnaire de mot de passe, double authentification, backup correct, enfin c'est la base, la base, ouais, la base. C'est un peu dommage qu'en 2025, on soit toujours obligé de dire aux gens les mêmes choses qui sont. ouais. Et pourtant, c'est absolument indispensable parce que Mm. on le voit hein, dans les formations. Voilà, il faut prendre conscience que cette phrase bateau que tout le monde a déjà entendu des centaines de fois, c'est pas si je vais être attaqué, mais quand. Mm. 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 Pour les tas de raisons qu'on ne va pas encore répéter 10 000 Ouais. fois, mais voilà, si je montrais mon petit site web, mon site vitrine, qui est un WordPress classique, je vais voir de temps en temps le nombre d'attaques automatisées qu'il y a derrière, hein, qui ont été bloquées. Mais Mm. c'est parfois 15, 20 par jour.
Ouais, Alors, si c'est chez moi, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas chez vous. ouais, ouais, Voilà, je ne suis tout à pas fait. plus une cible que n'importe qui, je ne suis pas la Mm, NSA, donc voilà. mm. Donc, il faut prendre conscience que ça, nous sommes extrêmement fragiles par rapport à cet Internet. Voilà, ça peut se couper, ça peut s'arrêter demain. Voilà, il y a la situation géopolitique aussi, c'est encore un autre Oui, problème. Mais tout oui, simplement, le bon sens d'avoir un minimum, c'est plus. Devoir dire qu'il faut encore acheter un antivirus et entendre dire, mais j'ai un Mac, j'ai pas besoin, voilà, c'est ahurissant, quoi. ouais, Aujourd'hui, en 2025, voilà, il y a un minimum de choses à faire. Il faut prévoir un plan de reprise, un plan de continuité, un plan d'urgence. Il faut qu'il soit à jour, il faut qu'il soit sur papier, parce oui. que, voilà, j'ai bien Et il beau n'a d'avoir pas un plan besoin d'être d'urgence. parfait. Il n'a pas besoin d'être Non, 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 parfait. non, mais il y a des Il tas a de modèles besoin qui d'être existent. réaliste. Mm. D'être réaliste simplement. Voilà, je suis attaqué, je ne sais plus travailler. Qui Oui, est-ce que je dois appeler? Quelles sont les procédures? Est-ce que voilà, minimum quoi, checklist oui, sur papier parce que si c'est un fichier électronique, il sera quand même oui. crypté, chiffré. Voilà, c'est simplement des bons réflexes, se préparer au pire, malheureusement. Mm, mm. Voilà, si quand vous prenez votre voiture, ben, vous avez une assurance qui couvre les dégâts, là, c'est déjà à plan pour limiter les dégâts. En cas d'accident, l'assurance va Ouais, intervenir. Ben, en cybersécurité, c'est pareil. Il faut, je ne parle pas des assurances, des vraies assurances, je parle simplement de se protéger ouais. avec un minimum. Et ça ne coûte pas forcément très cher, hein. Avoir Mm. un gestionnaire de mot de passe, il y en a d'excellents open source gratuits. Avoir quand même un anti-malware installé, oui, ça coûte quelques dizaines d'euros par an. Voilà, c'est pas dramatique non plus, hein. Non, C'est non. cette balance du risque. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre Mm. et qu'est-ce que je ne peux pas perdre? Donc, il faut Oui, faire cette balance du risque. Et en fonction de ça, ben, on adapte. Il faut, je pense aussi, euh, pour chaque décision qu'on prend dans le fonctionnement de l'entreprise, il faut une réflexion cyber. Il faut y penser. Enfin, oui, on va dire, mais c'est pas mon métier. Moi, je fais de la peinture, je fais, je sais pas moi, des chalets en bois, peu importe, etc. Mais oui, mais si demain, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y aura plus de contrat, il n'y aura plus de mm, facture, on ne sera plus payé le ouais, personnel. Ah, donc c'est un choix. c'est ça. C'est un choix. Dire qu'on Et on va mettre les mains devant les yeux en disant mm, ça va arriver chez le voisin, mais pas chez moi, mm, c'est mm, une façon de faire, mais c'est pas la ouais. bonne. Ouais, c'est Voilà. souvent moi la façon dont j'aborde le sujet qui est de dire combien de temps pouvez-vous vous permettre de ne plus être payé ou de ne plus Oui. avoir de clients ou de plus prendre de commandes. Et quand les gens sont capables de répondre à cette question en disant, bah, je sais pas, j'ai 3 mois de trésorerie devant moi, j'ai ci, j'ai ça, bah, je leur dis, ben, une cyberattaque, il est possible que vous ne vous en remettiez pas avant 6 mois ou avant 3 mois. Donc, si vous avez que cette trésorerie-là, vous êtes déjà en mort artificielle. Oui, Donc, oui. on va tricoter, on va construire ensemble un plan de reprise qui va réduire le temps de reprise d'activité Oui. en faisant de la sauvegarde de fichiers commerciaux, si c'est le commerce qui vous fait vivre, qui va protéger les flux financiers pour que le jour où vous prenez plus de commandes, au moins vous puissiez continuer à encaisser, en préservant votre système comptable et bancaire. Mhm. Et à partir de là, on peut, comme tu le dis très justement, avoir une stratégie sur mesure, pas exceptionnelle, pas parfaite, mais adaptée au risque et préserver la, 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 la capacité de vie de l'entreprise. Oui, sans compter qu'il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est la double peine. C'est le fait de ne plus savoir travailler. Et puis le Oui. risque de se prendre une amende aussi, Ah oui, parce qu'on aura perdu toutes les données à caractère personnel de ces centaines, de milliers de c'est clients. ça. Voilà. Très très gros On- sujet ça, voilà. hein. Comme tu le disais, tu parlais de Nice de tout à l'heure, il y a des réglementations qui se mettent en place, qui imposent et qui obligent. Et d'ailleurs, moi j'ai une anecdote là-dessus qui continue à me perturber. Je connais une entreprise qui a été cyberattaquée et qui s'est tout de suite concentrée sur là où ça se voyait. Un site dégradé, un module de paiement cassé, etc. Sans se poser la question de l'origine. Et du coup, ils ont rétabli le système. 3 semaines plus tard, ils se sont fait réattaquer. Et toutes les trois Mhm. semaines, ils se font réattaquer selon le même modèle. Ouais. Et ils se sont rendus compte, à force de perdre du temps, il n'y a pas d'autre mot, hein, ils ont perdu Mhm. du temps, Mhm. Mhm. ils se sont rendus compte qu'il y avait que la base de données client avait été volée
que la base d'historique de commande de ces clients avait été volée et qu'à partir de là, une campagne d'emailing avait été envoyée en disant à tous les clients, vous avez acheté ça, recommandez-le, vous avez acheté ça, vous pourriez être intéressé par ça. Et il y a eu une campagne commerciale sauvage qui a eu lieu sur une base de données volée, avec un historique de commande volée et en parallèle d'un système qui avait été mis à genoux. Mhm. Et tout ça, ils ne l'ont pas évité, parce que moi je suis cash, hein. Vous ne l'avez pas évité parce que vous n'avez pas imaginé que ce soit possible et vous n'avez pas travaillé à rétablir là où il y avait une origine de menace ou une possibilité de menace. Et donc, du coup, ben, vous n'avez pas fait la chaîne de responsabilité, vous n'avez pas remonté les causes et vous avez tapé à côté, quoi. Donc, euh, en étant accompagné, on identifie ces risques, on identifie là où il faut regarder, Oui, comment il faut rétablir l'activité. Et c'est quand même dommage de perdre du temps en 2025, comme tu dis, alors qu'on sait décrire les oui, grands phénomènes et donc on sait décrire des procédures qui aident. oui. Et puis il y a ces amendes qui tombent, hein. La cyberattaque dans l'hôpital dont j'ai parlé tout à l'heure, eh Oui, bien, il y a 3 ou 4 mois, ils ont reçu la facture, hein. Ils ont 200 000 euros d'amende pour oui, avoir négligé certains aspects de oui, sécurité, notamment les mises à jour, parce que le problème, l'attaque a été faite sur une faille qui était connue, oui. qui était publiée depuis 6 mois, et la mise à jour n'avait pas été faite. Voilà. Ils savaient qu'ils devaient la faire, ils n'avaient pas eu le temps, mais Hmm, voilà. Et oui, boum, c'est ça. Donc, comme tu dis, c'est double peine. c'est double peine, absolument. Ouais, ouais, très bien. Absolument. Bon, bah écoute, Voilà. c'est sur ce sujet, sur ce terme de double peine, qu'on va rappeler l'importance d'être vigilant et l'importance d'être conscient de ces risques. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps à consacrer pour se protéger à minima ou en tout cas à engager une démarche. Et ton expérience dans le public comme aujourd'hui dans le privé démontre bien que il faut simplement avoir une réaction et il faut chercher une solution à son problème ou à la réaction qu'on ressent quand il y a, voilà, quand il y a Oui. trop. Oui. L'argent qu'on va quand même devoir peut-être un peu investir, ça risque quand même d'être moins que ce que ça pourrait coûter, hein. Oui, Donc, oui, c'est comme les assurances, on n'aime pas payer ses primes, mais bon, en cas de exactement. problème. Et comme tu dis, dans l'assurance, c'est un bon exemple. Il y a plein de cas où on sait faire le travail. Tu vois, moi, je donne un exemple souvent en conférence qui est vous achetez un ordinateur. Si vous ne le protégez pas, vous le faites tomber, vous perdez la valeur de l'ordinateur tout de suite. Si vous Oui, c'est dé- ça aussi. C'est ça Voilà. aussi la cybersécurité, hein, Alors hein. que si vous dépensez une vingtaine d'euros dans une sacoche de protection, quand il va tomber, il va peut-être pas se casser. Vous avez réduit déjà la probabilité qu'il soit cassé. Et puis avec un montant d'une vingtaine d'euros, vous avez protégé un actif qui vaut peut-être 2000 euros. C'est exactement la même chose avec la cybersécurité. Oui, oui, parce qu'on n'a pas parlé non plus de ces aspects-là. En dehors de la cybersécurité, il y a aussi les incendies, inondations, Ouais. les coupures de courant, enfin, tout ça. Bah, écoute, t'es en train de me tendre des perches, il faut qu'on essaie de se reparler d'autres choses et d'avoir un nouvel échange, ce sera avec plaisir. La sécurité physique, Stéphane, Oui, tellement facile de rentrer quelque part avec une escabelle, une salopette ouais, de travail, une boîte à tout à outils. fait, tout à fait. Oh, puis on voit bien, c'est très ironique, mais on a plein de cas, la porte de l'usine parce qu'il y a la pause clope qui est grande ouverte et qui est bloquée. J'ai une photo que j'utilise toujours dans mes présentations avec ça, justement. Ouais, ouais, Montrer le facteur humain. c'est ça, ouais, C'est 70% du risque. tout à fait. Et la machine serveur qui est à côté des toilettes publiques dans un hall d'accueil. Enfin, il y a plein de Voilà. choses comme ça qui sont possibles. Le bureau mobile du TGV où on lit à Ah oui. l'écran, tout. Là, j'ai fait récemment un article sur LinkedIn. Je produis beaucoup d'articles pour donner des conseils et le nomadisme, tous les Ah oui, déplacements. Je nomadisme fais, numérique, oui. ouais, régulièrement, je publie des choses comme ça pour un peu éclairer sur les quelques pratiques gratuites le plus souvent qu'il faut mettre en place. Et c'est pas une question comment dire, paranoïaque, mais par contre, c'est quand même pertinent. Bah, je trouve que c'est pas trop une maladie d'être un petit peu paranoïaque en cybersécurité. Non. Voilà. Après, il y a l'équilibre à trouver, évidemment.
Bah, faut que la santé mentale soit bonne, donc il faut effectivement Voilà. trouver l'équilibre. Mais un filtre de Merci. confidentialité sur Amazon, ça coûte 20 euros hein, pour votre Ouais, c'est ça. portable. C'est ça, tout à fait. Exactement. Bah, écoute, Serge, merci beaucoup. Je te remercie Avec pour ton plaisir. temps, ton expérience et puis tous tes petits conseils. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis au plaisir de Merci. discuter d'autres sujets quand tu le souhaites. Avec grand plaisir, Stéphane. Merci beaucoup Mm. de l'invitation aussi. Merci, c'était bien agréable. Eh bien, avec grand plaisir et ça s'est très bien passé, bravo. Merci.